La Turquie est peu être différente de ce que vous imaginez. À Istanbul, vous pouvez prendre un ferry en Asie et en moins de 15 minutes vous mettre le pied en Europe. Dans les quartiers riches, il n'était pas rare de voir des familles posséder des animaux sauvages dans leurs villas comme symbole de richesse et de statut. Et bien que presque toute la population soit musulmane, les femmes turques ont obtenu le droit de vote plus tôt que les femmes françaises, italiennes et suisses. Mais ces paradoxes ne sont que le début. Dans les 30 prochaines minutes, nous allons nous éloigner des plages des montgolfières et des cartes postales pittoresques pour découvrir comment vivent réellement les Turcs. Numéro 1. Les aspects cachés de la Turquie. Les photos de la Turquie évoquent souvent la splendeur d'Istanbul au bord du Bosphore, les plages de la Méditerranée ou les villages colorés. Mais en réalité, la Turquie n'est pas aussi glamour que l'on pourrait le penser. Même dans des villes touristiques anciennes comme Avanos, il n'est pas difficile de croiser des maisons vétustes abandonnées ou en très mauvais état se mêlant aux ruelles anciennes. En entrant dans les zones animées d'Istanbul, on se retrouve dans des foules serrées sur des chemins étroits avec de longues files de voitures, des klaxons et des conversations qui rendent l'atmosphère étouffante et chaotique. Pour mieux visualiser, cela ressemble à une métropole surpeuplée en Inde. De plus, l'environnement urbain ici est assez poussiéreux et manque de certains services de base. Une rue peut sembler très belle sur les photos, mais lorsqu'on traîne une valise à travers l'expérience, est tout autre. De nombreux quartiers anciens sont situés sur des terrains escarpés, avec des routes pavées inégales, et certaines pentes sont si raides que rien que le fait de rentrer chez soi avec quelques sacs peut vous essouffler. Si vous vous rendez ici à Istanbul, ou dans des zones touristiques très fréquentées, faites attention aux arnaques, telles que les taxis qui prennent des détours, les échanges d'argent trompeurs, ou les prix excessifs dans les marchés traditionnels. Au Grand Bazar, ou dans le village de poterie d'Avanos, marchander est presque une compétence de survie, car de nombreux articles peuvent être proposés à des prix plusieurs fois supérieurs à la réalité. Plus on s'éloigne des centres touristiques célèbres, plus la situation de vie devient préoccupante. La différence est particulièrement marquée dans l'intérieur de la Turquie. Alors que les régions côtières de l'Ouest bénéficient de conditions plus favorables, le plateau central et de nombreuses zones à l'Est sont beaucoup plus arides et rudes. Le manque d'eau rend l'agriculture, l'élevage et la satisfaction des besoins de base très difficiles. Le tremblement de terre de 2023 a révélé l'une des facettes les plus vulnérables du pays. De nombreuses zones urbaines ont été gravement touchées et des millions de personnes ont été affectées en matière de logement, obligeant de nombreuses familles à se réfugier dans des abris temporaires, des tentes ou des conteneurs dans des parcs. Conditions hivernales rigoureuses. Ce qui a profondément changé la vie de nombreuses familles turques ces dernières années, c'est l'argent. Les Turcs ont dû vivre avec une inflation élevée et une monnaie en forte dévaluation ces dernières années. En Turquie, les syndicats et les organisations indépendantes calculent régulièrement des concepts appelés seuil de faim et seuil de pauvreté pour estimer combien d'argent une famille a besoin juste pour se nourrir correctement et combien pour couvrir d'autres besoins de base. À l'opposé de la vie difficile de la grande majorité de la population, se trouve le mode de vie luxueux de l'élite ici. Numéro 2. Riche au point de garder des animaux sauvages dans sa villa. En Turquie, il existe des personnes si riches que les voitures de luxe, les yachts ou les jets privés semblent encore insuffisants pour prouver leur fortune. Ainsi, certains se tournent vers des éléments qui font que tout invité entrant dans leur villa doit s'arrêter net, un lion, un léopard ou même un tigre du Bengale, se prélassant au soleil juste devant leur porte. Cela ressemble plus à un zoo qu'à un animal de compagnie, mais sur les réseaux sociaux, on peut voir des images de propriétaires brossant, caressant ou donnant des morceaux de viande crue à ses prédateurs avec une tranquillité déconcertante, comme s'ils s'occupaient d'un chat domestique. Cependant, ce sont toujours des animaux sauvages. Les élever depuis leur jeune âge ne signifie pas que leur instinct de chasseur disparaîtra. Il y a eu des cas où des propriétaires d'animaux sauvages ont été attaqués par les créatures qu'ils avaient soignées pendant des années. Et c'est à ce moment-là que ce passe-temps censé symboliser le pouvoir soulève une question plutôt paradoxale. Quand vous avez presque tout, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour attirer l'attention des autres? Mais les animaux sauvages ne sont qu'une partie de l'équation.
lorsque des montres coûteuses ou des garages remplis de supercars ne suffisent plus à se démarquer, les objets recherchés deviennent parfois des choses que les gens ordinaires n'oseraient même pas envisager de posséder, des objets liés à l'histoire ferroviaire, des souvenirs du stade de Galatasaray, ou des antiquités et artefacts historiques rares. Et que dire de ceux qui n'ont même pas besoin d'acheter quoi que ce soit? Certaines personnes sont prêtes à débourser une somme considérable juste pour louer un jet privé, décoller, admirer Istanbul et le détroit du Bosphore d'en haut, déguster une boisson à bord, puis revenir à leur point de départ. Pour la plupart d'entre nous, un avion est un moyen de transport pour se rendre quelque part. Pour les ultra-riches, parfois, le fait de ne pas avoir besoin d'aller nulle part est ce qu'ils achètent. L'esprit de transformer l'ordinaire en spectacle se manifeste également de différentes manières, des rassemblements de motos dans de vastes parkings, aux images de jeunes chevauchant dans certaines régions rurales de l'Est. D'un côté, le bruit des moteurs résonne dans les sous-sols en béton, de l'autre, le bruit des sabots sur les chemins de campagne. Deux mondes apparemment sans lien, mais qui reflètent tous deux une réalité intéressante sur la manière dont les gens expriment leur statut. Lorsque l'argent est trop visible, la différence devient la chose la plus précieuse. Cependant, comme mentionné précédemment, cela ne représente qu'un mode de vie d'une petite partie de la population. Dans l'ensemble, la Turquie reste un pays en développement. C'est pourquoi le coût du tourisme dans ce pays n'est pas si élevé. Numéro 3. Une expérience de luxe avec un budget modeste. En Turquie, avec un montant équivalent à celui d'une tasse de café à Paris, vous pouvez traverser le Bosphore en ferry passant de l'Asie à l'Europe. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'un voyage ici peut parfois coûter moins cher qu'un séjour en Europe. Vous ressentirez cela dès que vous commencerez à vous déplacer à Istanbul. La ville est divisée par le Bosphore, un côté appartenant à l'Europe, l'autre à l'Asie. Mais pour passer d'un continent à l'autre, vous n'avez pas besoin d'acheter un billet d'avion ni de suivre un itinéraire compliqué. Il vous suffit de monter à bord d'un ferry public avec les habitants d'Istanbul qui se rendent à l'école ou au travail chaque jour. Pour quelques dizaines de liras, soit moins d'$1 américain, vous pouvez vous asseoir sur le pont du bateau, déguster une tasse de thé chaud, regarder les minarets s'éloigner derrière vous et environ une demi-heure plus tard poser le pied sur un autre continent. Cette somme ne suffirait même pas à acheter une tasse de café à Paris ou à Londres. Et si vous vous aventurez dans une petite rue à Istanbul, au lieu de vous diriger vers les restaurants situés à proximité des sites touristiques, vous constaterez que les prix ici sont étonnamment bas. Un lahmacun chaud tout juste sorti du four, une portion de pide ou une assiette de kebab ne coûte qu'environ 3 à 7 $ américains. En mangeant dans des établissements modestes, fréquentés par les locaux, une dépense d'environ 10 à 20 $ américains peut parfois suffire à couvrir la plupart des besoins alimentaires d'une personne pour toute la journée. Pour environ 15 à 40 $ américains, vous pouvez vous loger dans une auberge de jeunesse ou un hôtel économique. Si cela ne vous étonne pas encore, rendez-vous à Cappadoce. Ici, il existe des hôtels dont les chambres ne sont pas simplement construites en briques et en béton. Elles sont intégrées dans les formations rocheuses volcaniques caractéristiques de la région, avec des murs en pierre brute, des voûtes, des terrasses surplombant la vallée. Et le matin, vous pouvez voir des dizaines de montgolfières passer, juste devant votre fenêtre. Vous payez pour une chambre d'hôtel, mais la sensation est celle de dormir au cœur du paysage de la Cappadoce. Bien sûr, il y aura des services à des prix plus élevés. Un vol en montgolfière en Cappadoce peut généralement coûter entre 150 et 300 € par personne, selon la période de l'année, et cela attire de nombreux touristes. Et faites attention si vous ne voulez pas vous faire avoir en achetant des articles dans les marchés ici. Négocier fait depuis longtemps partie intégrante de l'expérience d'achat dans de nombreux magasins. Si vous ne connaissez pas les prix, ou si vous hésitez à marchander un article qui semble être une bonne affaire, peut rapidement devenir une dépense coûteuse. Et si vous croisez dans les rues, ou les marchés des femmes habillées de manière révélatrice, ne soyez pas trop surpris. Numéro 4. La vérité surprenante sur les femmes turques. Si l'on se fie simplement au fait qu'environ 99% de la population turque est musulmane, beaucoup pourraient penser que les femmes ici sont soumises à un contrôle strict, semblable à l'image souvent véhiculée dans certains pays du Moyen-Orient conservateurs, comme l'Afghanistan, l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Mais en réalité, la situation est assez différente. Ici, les femmes ont obtenu le droit de vote avant même les femmes françaises, italiennes et suisses. Depuis 1934, sous le règne de Mustafa Kemal Atatürk, les femmes turques ont eu le droit de voter,
et de se présenter aux élections parlementaires. Pendant ce temps, les femmes françaises ont dû attendre jusqu'en 1944, les italiennes jusqu'en 1945, et les Suisses n'ont même obtenu le droit de vote, au niveau fédéral, qu'en 1971. Cependant, pour comprendre les femmes turques d'aujourd'hui, ces chiffres historiques ne suffisent pas. Essayez de vous promener dans Istanbul un matin. Vous pourriez croiser une jeune femme avec les cheveux découverts, portant une robe courte, un café à la main, se dépêchant d'aller au bureau. À quelques mètres derrière, une autre femme portant un hijab, vêtue de manière plus conservatrice, entre dans une mosquée. Les deux peuvent prendre le même train, faire leurs courses dans le même centre commercial et vivre dans la même rue. Ce n'est pas une scène rare. C'est la Turquie moderne. À Istanbul, Ankara ou Izmir, les femmes sont présentes dans toutes les universités, bureaux, magasins et entreprises. Selon les données de la Banque mondiale et de l'OCDE, le taux de femmes étudiants à l'université en Turquie atteint actuellement environ 48 à 50% du total des étudiants. Dans l'enseignement supérieur, le nombre de femmes étudiantes est presque équivalent à celui des hommes dans de nombreuses grandes universités d'Istanbul et d'Ankara. Mais ce n'est pas tout. Il suffit de quitter les grandes villes et de s'enfoncer dans certaines communautés conservatrices du centre ou de l'Est pour voir que les femmes ici préservent toujours les traditions. Le hijab et les vêtements modestes apparaissent plus fréquemment. La famille, la religion et les normes traditionnelles continuent d'avoir une grande influence sur la vie quotidienne. Vous pouvez avoir les cheveux découverts en vous promenant dans la rue. Mais lorsque vous entrez dans des mosquées, comme la mosquée bleue, les femmes sont tenues de couvrir leurs cheveux et de porter des vêtements appropriés pour cet espace sacré. La Turquie dispose de plages ou de zones de baignade, réservées aux femmes où elles peuvent nager et se détendre dans un cadre plus privé. Pour certaines femmes musulmanes conservatrices, cela leur permet de profiter de la mer tout en respectant leur conception de la modestie. Mais cette intimité peut également séduire des femmes qui ne suivent pas un mode de vie conservateur. Et si vous entrez dans un hammam traditionnel, la séparation est encore plus marquée. Les hommes et les femmes utilisent souvent des zones ou des horaires distincts. À l'époque ottomane, le hammam des femmes n'était pas simplement un lieu de bain. C'était l'un des rares espaces où les femmes pouvaient se rencontrer, discuter, échanger des nouvelles et établir des relations sociales en dehors de leur foyer. En fait, le hammam était aussi lié à des histoires de mères, observant et cherchant la jeune fille idéale pour leur fils. Si vous vous demandez pourquoi les femmes turques sont si modernes, voici la réponse. Numéro 5. Le pays avec la position la plus stratégique de la planète. En regardant la carte, la Turquie ressemble à un immense pont reliant l'Asie et l'Europe. Cette position a également fait de ce pays l'un des lieux géopolitiques les plus précieux du monde pendant des milliers d'années d'histoire. Environ 97% de son territoire se trouve en Asie sur la péninsule d'Anatolie, tandis qu'environ 3% est situé en Europe dans la région de Thrace. Fait remarquable, Istanbul, la plus grande ville du pays, se trouve à cheval entre les deux continents. Ainsi, ici vous pouvez tout à fait prendre votre petit déjeuner en Asie, et moins de 15 minutes plus tard, vous retrouvez en Europe pour déguster un café. Cependant, la position dorée de la Turquie ne réside pas seulement dans sa géographie unique, elle se trouve également dans le fait que ce pays agit comme un gardien entre les grandes puissances. Au nord, il borde la mer Noire, à l'ouest, la mer Égée, et au sud la mer Méditerranée, plaçant la Turquie presque au carrefour des routes maritimes les plus importantes de la région eurasienne. Particulièrement, ce pays contrôle les deux détroits du Bosphore et des Dardanelles, des voies maritimes vitales reliant la mer Noire à la mer Méditerranée. Pour mieux visualiser, ces deux détroits ressemblent à la seule sortie maritime de la région de la mer Noire. Pour passer de la mer Noire à la mer Méditerranée et accéder au monde extérieur, presque tous les navires doivent traverser le territoire turc. Selon les données maritimes internationales, plus de 48 000 navires passent chaque année par le Bosphore, une densité environ 3 fois supérieure à celle du canal de Suez. Cela en fait l'une des routes maritimes les plus fréquentées et stratégiques du monde. Il est également important de noter que la Turquie ne se contente pas d'occuper cette position stratégique, mais détient également le contrôle effectif de cette voie maritime cruciale. Selon la Convention de Montreux signée en 1936, Ankara a le droit de contrôler le passage des navires de guerre à travers ces détroits. En cas de guerre ou de menace à la sécurité, elle a le pouvoir de restreindre ou de fermer les détroits aux navires militaires étrangers. En réalité, cela s'est déjà produit en 2022, lors du conflit russo-ukrainien,
lorsque la Turquie a appliqué la Convention de Montreux pour limiter le passage des navires de guerre des belligérants à travers le Bosphore, les Dardanelles. En d'autres termes, une seule décision d'Ankara peut parfois avoir un impact direct sur la situation militaire de toute la région de la mer Noire. De plus, cette position géographique située entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient a transformé la Turquie en un carrefour de transport extrêmement important pour le monde. Depuis Istanbul, il suffit d'environ 4 heures de vol pour atteindre plus de 50 pays s'étendant de l'Europe de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Asie centrale et le Moyen-Orient. C'est également la raison pour laquelle Turkish Airlines est devenue l'une des compagnies aériennes reliant le plus de pays dans le monde. On peut dire que la Turquie ne se trouve pas seulement entre deux continents sur la carte. Elle se situe également à l'intersection de nombreux mondes différents, entre l'Est et l'Ouest, entre l'OTAN et la Russie, entre l'islam et l'Europe moderne. Et c'est précisément en raison de cette position particulière que pendant des milliers d'années d'histoire, cette terre a toujours été au centre des plus grandes luttes de pouvoir du monde. Numéro 6. Le trafic chaotique à Istanbul peut être en raison de sa position entre deux continents. Le système de transport d'Istanbul est toujours considéré comme l'un des réseaux les plus particuliers au monde. Chaque jour, cette ville de plus de 16 millions d'habitants opère des milliers de trajets en métro, tramway, bus et ferry pour servir le flux constant de personnes se déplaçant entre les rives asiatiques et européennes. Si vous vivez à Istanbul, vous n'avez pas besoin d'acheter un type de billet différent pour chaque moyen de transport. La plupart du système de transport public est connecté par une seule carte appelée Istanbul Carte. Il vous suffit de recharger votre carte pour l'utiliser dans les bus, trains, métro et même pour les ferries traversant le Bosphore. La ligne de chemin de fer Marmaray, qui passe sous le Bosphore, permet aux passagers de voyager de l'Europe à l'Asie sans presque se rendre compte qu'ils viennent de changer de continent. Istanbul possède également le tunnel, une ligne de chemin de fer souterraine, créée en 1875, souvent mentionnée comme l'un des systèmes de métro les plus anciens au monde. Cependant, l'image qui me reste en mémoire est celle des tramways historiques circulant à travers les quartiers animés. Ils se déplacent beaucoup plus lentement que les tramways modernes. À certains moments, vous pouvez même voir des passagers se tenir sur le marchepied extérieur des wagons. Des enfants, des touristes et des habitants se mêlent à la foule dans la rue, donnant à ces tramways l'impression d'être une partie intégrante du quartier plutôt qu'un moyen de transport complètement séparé. Dans la zone du Grand Bazar, les livreurs peuvent pousser des chariots chargés de marchandises à travers les ruelles étroites. Les motos cherchent chaque petit espace pour passer. Les taxis s'arrêtent pour prendre des passagers. Les piétons traversent la route. Tout cela se déroule dans un espace déjà très encombré. Cependant, l'expérience réelle n'est pas toujours aussi agréable que les images sur les cartes postales. Istanbul est construite sur de nombreuses collines. Si votre hôtel est situé dans le vieux quartier, une distance sur la carte de quelques centaines de mètres peut parfois se transformer en une montée assez fatigante. Les jolies rues pavées, qui semblent idéales pour les photos, deviennent un défi lorsque vous devez traîner une valise lourde en montée. Et ce n'est même pas le plus gros problème. Istanbul est une mégapole densément peuplée, donc les embouteillages peuvent devenir une réalité quotidienne. Un trajet qui semble court peut s'étendre considérablement aux heures de pointe. C'est pourquoi de nombreux habitants privilégient le métro, le tramway ou le ferry, plutôt que de dépendre entièrement de la voiture. Dans les zones très touristiques, il est conseillé de vérifier attentivement les tarifs, de s'assurer que le compteur fonctionne et de confirmer le mode de paiement avant de monter dans un taxi afin d'éviter de payer plus cher, de créer des disputes. Même la marche à pied comporte des éléments auxquels vous devez vous habituer. Les motos peuvent surgir dans des espaces où vous ne pensez pas qu'un véhicule puisse passer. Les rues autour du vieux quartier sont souvent étroites, bondées et partagées par de nombreux véhicules. Ainsi, lorsque vous traversez la rue, il est préférable de ne pas seulement regarder les feux de signalisation, mais aussi de prêter attention au flux de véhicules qui se dirigent vers vous. Numéro 7. Le pays qui consomme le plus de thé au monde. Si vous pensez que les Anglais sont les plus grands accros au thé du monde, ce que vous allez entendre ensuite pourrait vous faire changer d'avis. Ici, une personne ordinaire peut boire 5, 10, voire plus de 10 tasses de thé en une seule journée. Et ce n'est pas une exagération. En termes de consommation de thé par habitant, la Turquie figure régulièrement parmi les pays les plus élevés au monde. En moyenne, chaque personne consomme plus de 3 kg de thé sec par an. Pour donner une idée, au Royaume-Uni,
ou une tasse de thé est presque devenu un symbole culturel. Chaque personne ne consomme qu'environ 1 kg, 900 grammes. Le thé est omniprésent. Essayez d'entrer dans un petit magasin à Istanbul. À peine assis, un verre en verre chaud peut déjà être posé devant vous. En marchant dans le grand bazar, vous verrez des vendeurs marchander avec des clients tout en sirotant du thé. En famille, il est servi après le repas. Sur les trottoirs, plusieurs hommes peuvent passer des heures assis autour de petites tables, discutant pendant que des tasses sont continuellement apportées. Le thé apparaît du matin au soir au travail lors de réceptions, en rencontrant des amis et parfois même au milieu d'une négociation commerciale. Ainsi, si un Turc vous demande « Voulez-vous du thé ?», il ne s'agit pas nécessairement de savoir si vous avez soif. C'est peut être simplement leur façon de dire « Asseyez-vous, ici parlons un peu ». Le thé turc n'est pas non plus consommé de la manière familière des Anglais. Il n'y a pas de grande tasse avec une anse. À la place, il y a un petit verre en verre resserré au milieu et évasé à l'ouverture, souvent appelé verre en forme de tulipe. Le design transparent met en valeur la couleur rouge foncé du thé, tandis que la taille étroite permet de tenir facilement le verre chaud. Même la préparation du thé ressemble à un petit rituel. Les Turcs utilisent souvent un ensemble de théières doubles appelées çaydanlık. La théière du bas maintient l'eau bouillante tandis que celle du haut contient un thé très fort. Lorsqu'il y a des invités, la personne qui sert combine les deux, selon les goûts. Pour un thé fort, elle verse beaucoup de thé concentré. Pour un thé plus léger, elle ajoute de l'eau chaude. En général, vous verrez de petits morceaux de sucre placés à côté du verre. Et dans certaines régions, en particulier dans l'est de la Turquie, il existe une manière de boire assez intéressante. Les gens mettent un morceau de sucre dans leur bouche, puis sirotent le thé chaud à travers celui-ci, au lieu de mettre le sucre directement dans le verre. Numéro 8. Les expériences culinaires uniques en Turquie. La cuisine turque est non seulement célèbre pour sa culture du thé, mais aussi pour ses saveurs et la manière dont elle transforme le repas en une véritable expérience culturelle. Commencez par une soirée en Cappadoce. Vous entrez dans un restaurant, commandez un testi kebab, puis attendez un plat de viande grillée, semblable au kebab familier. Mais ce qui vous est servi est une jarre, en argile, encore chaude, contenant de la viande et des légumes cuits lentement pendant des heures. Le serveur tient la jarre juste devant votre table, frappe le col jusqu'à ce que la couche d'argile se détache. Un bruit de casse retentit, une vapeur chaude s'élève immédiatement devant vous, puis la viande bouillante à l'intérieur est enfin versée. Après avoir mangé, sortez et cherchez un petit café. Vous pouvez voir une rangée de petites cafetières en métal appelées sèves sur un plateau de sable chaud. Le barista déplace la cafetière sur le sable, attendant que la mousse monte avant de verser le café noir épais dans une petite tasse. Si vous êtes habitué au café filtré, la dernière gorgée pourrait vous surprendre, car au fond de la tasse se trouve une couche de marc de café épais. Mais ne vous dépêchez pas de le jeter. En Turquie, pour certaines personnes, le moment du café n'est pas encore vraiment terminé. La tasse est retournée sur une soucoupe. Lorsque vous la soulevez, le marc de café a coulé, en formant des lignes sinueuses sur les parois de la tasse. Et ceux qui sont assis avec vous peuvent commencer à deviner ce que ces formes disent de votre amour, de votre argent ou de votre avenir. Que ce soit vrai ou non, n'a parfois pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'une tasse de café qui ne prend que quelques minutes à boire peut devenir une excuse pour que les gens restent ensemble plus longtemps. Et cette tradition du café turc est si spéciale qu'elle a été inscrite par l'UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2013. Mais l'expérience la plus amusante vous attend peu. Être dans les rues. Vous apercevez un stand de dondurma, commandez une glace, puis tendez la main pour la recevoir. Le vendeur la tend vers vous. À peine avez-vous effleuré la glace qu'elle disparaît. Il retire le long bâton, fait tourner la glace au-dessus de votre tête, puis la tend à nouveau. Vous essayez une deuxième fois, et il la retire encore. Parfois, ce que vous recevez n'est qu'un cornet vide. Les gens autour commencent à rire, et même si vous savez que vous êtes en train d'être taquiné, vous continuez à tendre la main. Ce jeu peut durer jusqu'à ce que le vendeur finisse par vous donner la glace. La raison pour laquelle il peut faire cela est que le dondurma n'est pas aussi mou et coulant que la glace ordinaire. Le salep et la mastic lui donnent une texture épaisse et élastique, suffisamment pour que le vendeur puisse tirer, faire tourner ou même retourner la glace sans qu'elle ne tombe. Numéro 9. Le monde spirituel caché derrière la Turquie moderne.
En Turquie, il existe des croyances qui, vues à travers le prisme de la logique moderne, sont difficiles à expliquer complètement. Des millions de personnes croient encore au mauvais œil, convaincus qu'un verre bleu peut les protéger des énergies négatives, ou que des hommes tournant en rond pendant des heures peuvent rapprocher leur esprit de Dieu. Si vous traversez Istanbul, vous pouvez apercevoir des yeux bleus accrochés dans des taxis, devant des appartements, à l'intérieur de restaurants, de bureaux de magasins, ou au poignet d'un jeune homme assis en train de boire un café. Les Turcs l'appellent Nazar. Derrière ce petit objet décoratif se cache une croyance ancienne. Parfois la jalousie ou l'admiration excessive d'une personne peut être transmise par le regard et apporter malheur à autrui. C'est ce que l'on appelle communément le mauvais œil. Ainsi, le Nazar est utilisé comme un symbole de protection contre ce regard maléfique. Il existe également un rituel où les participants peuvent tourner autour de leur propre corps pendant plusieurs minutes. C'est le Sema, un rituel lié à la tradition Mevlevi du soufisme. Lors d'une séance de Sema, les pratiquants revêtent des robes blanches, portent un haut de forme en feutre et commencent lentement à tourner autour de leur corps selon un rythme contrôlé. Lorsque le mouvement devient stable, un bras est levé vers le ciel, tandis que l'autre est dirigé vers le sol. Les rotations se poursuivent au son de la musique et des chants, créant un spectacle très différent du rythme de la vie extérieure. Dans la tradition Mevlevi, ce mouvement a une signification spirituelle. L'homme cherche à transcender son ego personnel et à se connecter avec Dieu. La posture d'un bras levé et de l'autre abaissé est également symbolique, souvent interprétée comme l'accueil des bénédictions du Tout-Puissant pour les transmettre au monde. La tradition du Sema des Mevlevi a été inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et l'entrelacement entre la vie quotidienne et les rituels anciens en Turquie ne s'arrête pas là. Chaque année à Edirne, des hommes torse nus vêtus de pantalons en cuir traditionnels, appelés kispe, s'enduisaient d'huile d'olive sur presque tout le corps, avant de se lancer dans des combats de lutte sur l'herbe. C'est le Kirkpınar, le célèbre festival de lutte à l'huile de Turquie. L'huile rend le corps de l'adversaire extrêmement glissant, donc la force brute ne suffit pas toujours à gagner. Les lutteurs doivent trouver un moyen de contrôler un adversaire qu'il est presque impossible de saisir normalement. Autour d'eux résonnent les tambours, les instruments traditionnels et les rituels transmis à travers les générations. Le Kirkpınar n'est pas simplement combat. L'honneur, le respect, la relation entre le maître et l'élève, ainsi que les rituels entourant la compétition, en font une partie intégrante de la mémoire culturelle. La tradition du Kirkpınar a également été inscrite par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Numéro 10. Le royaume de la céramique, vieux de 4000 ans, au cœur de la Cappadoce. Au cœur de la célèbre région de Cappadoce, connue pour ses montgolfières et ses vallées rocheuses étranges, se trouve un petit village où la vie des habitants tourne presque entièrement autour de l'argile. C'est Avanos, le village de poterie le plus célèbre de Turquie, dont l'histoire remonte à plus de 4000 ans, à l'époque des Hittites vers 2000 avant notre ère. En entrant dans un atelier de poterie traditionnel, ici, vous pourriez apercevoir un homme assis devant une roue de potier basse, un pied actionnant la roue pour la faire tourner, tandis que ses mains couvertes d'argile rouge façonnent lentement un morceau d'argile informe en un vase. Pas de chaîne de production automatisée, pas besoin de machines modernes. Cette méthode repose essentiellement sur des techniques qui ont traversé de nombreuses générations. Les matières premières se trouvent juste à côté du village, dans la rivière Kızılırmak, qui signifie rivière rouge, le plus long fleuve entièrement situé sur le territoire turc. Ce fleuve transporte des sédiments et de l'argile riche en minéraux, fournissant les matériaux essentiels à la poterie d'Avanos. La poterie, à Avanos, a une histoire qui s'étend sur des milliers d'années et est souvent associée à la tradition de la poterie de l'époque hittite en Anatolie. Dans une famille de potiers, un enfant grandit au milieu du bruit de la roue de potier, des morceaux d'argile humide, des vases en train de sécher, et l'odeur de l'atelier de cuisson. Les compétences sont transmises de génération en génération, non seulement par la parole, mais aussi en s'asseyant, en observant, puis en mettant la main à l'argile. Dans certains ateliers, les artisans continuent d'utiliser des roues de potier actionnées par le pied. Une fois le vase formé, le travail est loin d'être terminé. D'autres artisans continuent à peindre chaque motif à la main sur la surface en céramique. Des tulipes, des vignes, des motifs géométriques et des motifs influencés par l'art ottoman apparaissent en bleu, cobalt, rouge, jaune ou vert. Un objet élaboré peut nécessiter plusieurs étapes de façonnage, de séchage, de décoration, d'émaillage et de cuisson avant d'être placé sur l'étagère.
Selon les histoires et les traditions locales, souvent racontées, il était attendu des hommes qu'ils sachent utiliser la roue de potier et façonner l'argile, tandis que les femmes étaient associées au travail de décoration et de fin montpart, peinture des motifs. La maîtrise de ces compétences artisanales pouvait autrefois être un signe qu'une personne était suffisamment habile et capable pour entrer dans la vie de famille. Aujourd'hui, cette pression ne définit plus le mariage des habitants d'Havano comme auparavant. Mais les ateliers de poterie existent toujours, avec la différence qu'à côté des artisans, on trouve souvent des visiteurs essayant de s'initier à la roue de potier. Les touristes peuvent s'asseoir, retrousser leurs manches et tenter de créer leur premier vase. Certains ateliers rendent cette expérience encore plus surprenante avec des produits décoratifs qui brillent dans l'obscurité. Pendant la journée, ils ressemblent à des objets en céramique décoratifs ordinaires. Mais, après avoir absorbé la lumière, et lorsque la pièce devient sombre, certains motifs peuvent commencer à apparaître, créant un effet totalement différent. Numéro 11. Comment le monde a-t-il mal compris la Turquie? Il y a une chose assez incroyable. Beaucoup de gens connaissent la Turquie, mais peu savent où se trouve sa capitale. Si vous pensez à Istanbul, vous vous trompez. Istanbul est la plus grande ville, le centre économique et culturel. Et c'est aussi l'endroit que la plupart des touristes internationaux connaissent en premier. Mais la véritable capitale est Ankara, située à des centaines de kilomètres d'Istanbul. Cette ville a occupé ce statut depuis 1923, lorsque la République de Turquie a été fondée sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk. Pour simplifier, Ankara gouverne le pays tandis qu'Istanbul fait en sorte que le monde s'en souvienne. Mais ce n'est pas la seule chose concernant la Turquie que beaucoup de gens comprennent mal. Le Père Noël en est un exemple. L'image de Santa Claus est souvent associée au pôle Nord et à la neige blanche, mais son prototype historique Saint Nicolas est né à Patara et a exercé à Myra dans le sud de la Turquie actuelle. Les histoires sur son aide secrète aux pauvres et aux enfants sont devenues une partie de l'origine de l'image de Santa Claus. Les tulipes sont un autre exemple. Aujourd'hui, lorsque nous pensons aux tulipes, la plupart d'entre nous pensent aux Pays-Bas. Mais cette fleur, originaire d'Asie centrale, a été cultivée par les Ottomans et intégrée à la culture de la cour depuis des centaines d'années. Ce n'est qu'au XVIe siècle que les tulipes ont été introduites en Europe de l'Ouest, où elles sont ensuite devenues particulièrement célèbres aux Pays-Bas. Mais la confusion la plus intéressante réside dans le nom même de Turquie. En anglais, Turquie désigne à la fois la Turquie et le dinde. Ironiquement, la dinde que nous connaissons aujourd'hui provient en réalité d'Amérique du Nord. Ce nom est né de confusion dans le réseau commercial il y a plusieurs siècles, lorsque des oiseaux exotiques ont été introduits en Europe par des routes commerciales liées aux Ottomans. Les Turcs, quant à eux, appellent la dinde indie, un nom associé à l'Inde. Ainsi, les Anglais ont associé cet oiseau à la Turquie, tandis que les Turcs l'ont lié à l'Inde. Et aujourd'hui, vous verrez de plus en plus turquillais à la place de Turquie. En 2022, les Nations Unies ont officiellement adopté le nom Turquie à la demande d'Ankara, car ce nom reflète mieux la culture et l'identité nationale. C'est peu être cela le plus fascinant au sujet de la Turquie, de sa capitale du Père Noël des tulipes, jusqu'à son propre nom. De nombreuses choses qui semblent familières ne correspondent pas tout à fait à ce que nous pensons. Numéro 12. Les endroits qui font de la Turquie une planète à part. En Turquie, vous pouvez prendre votre petit déjeuner en Europe, boire un café en Asie, descendre dans une ville souterraine, puis le lendemain matin survoler un paysage qui semble provenir d'une autre planète. L'endroit où cette opposition est le plus manifeste est Istanbul, la ville située entre l'Europe et l'Asie. Ici, la frontière entre les deux continents se manifeste dans la vie quotidienne. Vous pouvez vous réveiller du côté européen, acheter un simi au bord de la route, monter sur un ferry avec les navetteurs, et peu après poser le pied en Asie de l'autre côté du détroit du Bosphore. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que l'histoire s'immisce dans chaque coin de rue. La basilique Sainte-Sophie, qui fut autrefois une grande église byzantine, est ensuite devenue une mosquée. Juste en face se dresse la mosquée bleue, avec ses 6 minarets qui se détachent à l'horizon. Un peu plus loin se trouve le Grand Bazar, un labyrinthe de milliers de boutiques vendant des tapis, des articles en cuir, des bijoux, des lampes et des épices. Et Istanbul possède également un monde qui se trouve juste sous vos pieds. En descendant dans la citerne basilique, le bruit des voitures semble presque disparaître. Devant vous se dressent des centaines de colonnes de pierre émergeant des eaux sombres. Cette construction byzantine vieille d'environ 15 siècles était autrefois un réservoir d'eau pour la ville.
Mais ce n'est pas encore la chose la plus étrange sous terre en Turquie. À Cappadoce, les gens ont creusé des maisons, des greniers et des espaces religieux dans des blocs de pierre tendre. Au-dessus, se dressent les cheminées de fées, formées par des matériaux volcaniques, et l'érosion donnant à toute la région l'apparence d'un décor de film de science-fiction. Chaque matin, si le temps le permet, des dizaines de montgolfières peuvent s'élever dans ces vallées. Mais alors que les touristes d'aujourd'hui cherchent à s'élever dans le ciel, les anciens de Cappadoce cherchaient plutôt à descendre sous terre. Derinkuyu est l'une des plus célèbres colonies souterraines avec plusieurs niveaux, comprenant des habitations, des réserves alimentaires, des écuries et des espaces de vie. En période d'instabilité, de tels systèmes pouvaient servir de refuge pour toute une communauté. En quittant la Cappadoce, le paysage change complètement à Pamukkale. De loin, la montagne blanche semble recouverte de neige. Mais il s'agit en réalité de terrasses de travertin formées par des eaux minérales riches en calcium s'écoulant le long de la montagne pendant de longues périodes. Dans les zones accessibles, les visiteurs doivent enlever leurs chaussures et marcher pieds nus sur la pierre blanche pendant que l'eau minérale chaude coule sur leurs pieds. Juste au-dessus, se trouve Hierapolis, une ville antique développée autour de sources d'eau chaude il y a plus de 2000 ans. Ainsi, en quelques minutes de marche, vous pouvez passer d'une piscine minérale naturelle à vous tenir au milieu d'un théâtre et des ruines d'une ville ancienne. C'est peut-être cela qui rend la Turquie unique, l'Europe et l'Asie la ville moderne, et les monuments anciens, les montgolfières dans le ciel, et les colonies souterraines de nombreux mondes opposés coexistent dans un seul pays. La Turquie est un pays plein de contrastes, où la beauté, l'histoire et la vie moderne s'entrelacent de manière inattendue. Et vous, qu'est-ce qui vous impressionne le plus en Turquie? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre de voyage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Terre d'Origine et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine destination.